Les pelles mordent dans la terre du Maryland avec un raclement creux. Avril 1829. Des ouvriers défrichant un terrain près de Reliance tombent sur quelque chose qui ne devrait pas être là. Des fragments d'os, des lambeaux de tissu, la courbe indubitable d'un crâne humain. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre sur la côte est. Au coucher du soleil, une foule s'est rassemblée. Leurs visages blêment dans la lumière mourante alors que d'autres tombes se révèlent. Des enfants se serrent contre les jupes de leur mère, tandis que des noms chuchotés flottent dans l'air, les noms des disparus. Sarah, qui s'est volatilisée en allant au marché 3 hivers plus tôt. Samuel, le charpentier noir affranchi dont les outils ont été retrouvés abandonnés au bord de la route. Une famille de 5 personnes qui, un matin, n'étaient tout simplement plus là, la porte de leur cabane battant au vent sur un foyer vide. Le shérif dénombre 11 corps, 11 confirmés. Les femmes de la région se signent et pressent leurs enfants de rentrer à la tombée de la nuit. Mais les questions se multiplient comme des ombres. Combien d'autres gisent enterrés? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Et qui pourrait orchestrer une horreur si calculée dans un endroit où tout le monde se connaît? La propriété appartient à Patty Pennon, une femme dont de seul nom fait baisser la voix aux hommes faits. Certains la qualifient de femme d'affaires. D'autres murmurent des vérités plus sombres. Kidnappeuse, tueuse, la matriarche a la volonté de faire d'un gang qui a transformé la souffrance humaine en profit. Ce soir, alors que les lanternes vacillent sur la terre remuée, une chose devient terrifiante de clarté. Le sol de la côte Est cachait plus que des récoltes, il se nourrissait de secrets. 30 000 au sud, 30 ans plus tôt. Une jeune femme aux yeux grisaciers nous regarde depuis des souvenirs estompés, bien que même son nom semble se dissiper comme de la fumée. Lucretia Patricia Hanley, dit certains, née dans les basses terres marécageuses du Maryland, où la loi se meut aussi lentement que la marée. Elle a à peine 20 ans, mais il y a quelque chose de troublant dans sa façon d'observer les gens, calculatrice, jaugeant leur valeur comme du bétail à une vente aux enchères. Les voisins se souviennent d'elle différemment. Certains évoquent une charmante fille d'aubergiste à l'esprit vif, d'autres se rappellent des silences froids qui s'éternisaient, une jeune femme qui pouvait sourire tandis que ses yeux restaient vides. La taverne où elle travaille devient sa salle de classe. Elle étudie les voyageurs qui passent, des marchands pleins aux as, des chasseurs d'esclaves avec leurs cartes de prime, des familles désespérées fuyant vers le nord. Elle apprend quelles histoires croire, quelles larmes sont réelles et surtout combien les gens sont prêts à payer pour l'espoir. Le début de sa vie se lit comme des pages arrachées de différents livres. Certains disent qu'elle est devenue orpheline jeune, d'autres qu'elle a fui un mariage arrangé. La vérité se dissout dans des murmures contradictoires, ne laissant que la silhouette de quelqu'un qui a appris très tôt que la survie signifiait la réinvention. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est ceci. Patty Pennon a émergé, pleinement formée, de ces terres frontalières marécageuses où le Maryland se fond dans le Delaware, où la juridiction devient floue et les questions restent sans réponse. Elle a compris quelque chose que la plupart des gens ne saisissent jamais, que dans les espaces entre les cartes officielles, entre les frontières des États et les certitudes morales, de terribles opportunités prennent racine. La femme qui allait devenir la reine des kidnappeurs étudiait déjà son royaume. En 1810, Patty a revendiqué son trône, une taverne à Johnson's Crossroads où 3 États convergent dans un labyrinthe de juridiction et d'aveuglement volontaire. Elle n'est plus la jeune femme calculatrice des marais, elle s'est transformée en quelque chose de plus dur, de plus dangereux. Son mariage avec Jessie Cannon lui donne une respectabilité, mais c'est son partenariat avec Joe Johnson qui lui donne le pouvoir. Johnson est tout ce dont elle a besoin, un homme noir dont l'héritage métis lui permet de se mouvoir librement entre les mondes, parlant la langue des esclaves comme celle de leurs ravisseurs. Ensemble, ils réalisent quelque chose de glaçant. Le chaos de l'Amérique du début du XIXe siècle, avec son patchwork de lois sur l'esclavage et de classification raciale, n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Leur taverne devient une toile d'araignée. Les voyageurs cherchent un abri, mais Patty les étudie avec une patience de prédateur.
Les familles noires libres se dirigeant vers le nord représentent plus que de l'espoir, elles représentent du profit. Un homme en bonne santé pourrait rapporter 400 $ sur un marché de Charleston. Une femme avec des enfants, encore plus. La transformation est méthodique. Ce qui commence comme un vol opportuniste, un voyageur égaré qui disparaît dans la nuit, évolue en une chasse systématique. Il développe des codes, des planques, un réseau de complices qui ne pose aucune question tant que l'argent coule à flot. La façade maternelle de Patty masque quelque chose de monstrueux. Elle a appris à voir les gens comme un inventaire. La communauté locale choisit l'aveuglement plutôt que la confrontation. Après tout, Patty Cannon fournit des services, des informations, un abri, des relations. Sa taverne prospère, tandis qu'autour, des gens s'évanouissent comme la brume matinale. Ceux qui se doutent de quelque chose se taisent, car défier Patty Cannon signifie défier quelque chose de plus grand qu'une seule femme. Il défie un empire bâti sur des vies volées, et tout le monde profite à détourner le regard. Les meurtres commencent par nécessité, non par plaisir. Printemps 1821. Une jeune femme noire nommée Charity s'échappe de leur garde, courant vers la liberté avec des informations qui pourraient tout détruire. Joe Johnson la traque à travers les pinèdes, mais une fois acculée, Charity se bat comme une chatte sauvage. La lutte se termine par une pierre sur le crâne de Charity. Alors qu'elle gît, saignant dans la poussière, Patty fait un calcul qui définira son héritage. Tuer n'est qu'une autre décision commerciale. Charity en sait trop. Charity en a trop vu. Charity devient la première victime confirmée dans la guerre de Patty contre les témoins. Le meurtre change quelque chose de fondamental. Ce qui était de la contention devient de l'élimination. Une famille capturée de Pennsylvanie pose trop de questions. Leur disparition a attiré l'attention des abolitionnistes du Nord. 3 tombes peu profondes résolvent ce problème. Quand un jeune garçon se met à pleurer ses parents, la réponse de Patty est rapide et impitoyable. Le schéma émerge avec une clarté terrifiante. Les victimes sont attirées par des promesses d'aide, un passage sûr vers le nord, des opportunités de travail, des retrouvailles avec des membres de la famille perdus. Au lieu de cela, elles se retrouvent enchaînées dans la cave de Patty, attendant d'être transportées vers les marchés du Sud. Celles qui résistent, celles qui se souviennent de trop de choses, celles qui pourraient témoigner, disparaissent tout simplement. Le folklore local commence à changer. On avertit les enfants de ne pas s'approcher de Johnson's Crossroads après la tombée de la nuit. Les voyageurs choisissent des itinéraires plus longs pour éviter la taverne de Patty. Mais les registres officiels restent vierges. Pas de corps, pas de témoins, pas de preuves au-delà de rumeurs murmurées qui s'évaporent à la lumière du jour. Les meurtres ne sont pas de la violence aléatoire, ce sont des stratégies commerciales calculées. Chaque mort élimine un risque, préserve le secret et envoie un message à quiconque envisage de résister. La peur devient l'arme la plus efficace de Patty Cannon, et elle la manie avec une précision chirurgicale. En 1825, l'opération Cannon-Johnson a évolué en quelque chose de sans précédent, une entreprise criminelle s'étendant sur 3 États, avec l'efficacité d'une affaire légitime. Leur réseau s'étend de Philadelphie à Savannah, avec des planques, des fonctionnaires corrompus et des connexions sur le marché qui impressionneraient n'importe quel prince marchand. L'échelle est à couper le souffle. Les raids de kidnapping ne ciblent pas seulement des individus, mais des communautés entières. Des colonies de Noirs libres se réveillent pour découvrir que des familles ont disparu pendant la nuit, ne laissant derrière elles que des biens éparpillés et des survivants terrifiés. Des enfants disparaissent de leur lit. Des adultes s'évanouissent de leur champ. Le gang opère avec une précision militaire, utilisant des messages codés et des itinéraires prédéterminés qui zigzaguent à travers les frontières des États pour semer toute poursuite. La taverne de Patty sert de centre de contrôle. Des cartes couvrent les murs, marquées de cibles potentielles et de routes sûres. Elle tient des registres détaillés. Quels marchés paient les prix les plus élevés? Quels fonctionnaires peuvent être achetés? Quelles communautés sont devenues trop méfiantes? C'est la comptabilité de la misère humaine, et elle l'aborde avec un professionnalisme glaçant. Le succès de l'opération engendre un excès de confiance. Les membres du gang deviennent imprudents, exhibant leur argent dans les tavernes, se vantant de leurs exploits.
Certains commencent à travailler en freelance, capturant des victimes sans approbation et créant une attention inutile. Patty essaie de maintenir la discipline par la peur et la violence, mais l'organisation est devenue trop grande pour être parfaitement contrôlée. Le plus troublant est la façon dont l'horreur se normalise. Les communautés locales développent des accords tacites, ne rien voir, ne rien savoir, profiter quand c'est possible. Des entreprises légitimes fournissent du matériel. Des citoyens respectés investissent dans des entreprises commerciales sans demander ce qui est échangé. Toute la côte Est devient complice d'une entreprise qui traite les êtres humains comme du bétail, et Patty Cannon règne sur tout cela comme une reine comptant son terrible trésor. Le dénouement commence par un seul fil, un adolescent nommé Peter qui aurait dû n'être qu'une statistique de plus. Kidnappé dans une rue de Philadelphie en décembre 1828, Peter endure le voyage cauchemardesque vers le sud, enchaîné dans des fonds de chariots et caché dans des caves. Mais contrairement aux autres victimes, Peter mémorise tout, les visages, les noms, les itinéraires, la disposition du bastion de Patty. Lorsque le gang s'arrête dans une taverne près de Dover, Peter tente un pari désespéré. Alors que les gardes s'enivrent, il se libère de ses liens et court. 3 jours plus tard, saignant et à moitié mort de froid, il tombe sur une maisonnée de Quakers dont les membres croient à son incroyable histoire. Les Quakers n'offrent pas seulement de la sympathie, ils offrent l'action. En quelques semaines, le témoignage de Peter parvient à des autorités qui ne peuvent ignorer des accusations aussi détaillées. Nom, date, lieu, tout ce qui transforme la rumeur en preuve. Pour la première fois, quelqu'un a survécu assez longtemps pour fournir une feuille de route vers l'empire de Patty. Le moment ne pouvait être pire pour Patty. Le sentiment anti-esclavagiste grandit et les journaux avides de scandales s'emparent de l'histoire de Peter. La reine des kidnappeurs de la côte Est, titre un journal. Soudain, ce qui n'était que spéculation murmurée devient une horreur en première page. Les autorités de l'État, embarrassées par la publicité et la pression des responsables de Pennsylvanie, agissent enfin. Des mandats de perquisition sont émis. Des témoins qui s'étaient tus pendant des années retrouvent soudain leur voix. Le mur de complicité qui protégeait Patty commence à se fissurer sous le poids de l'indignation publique. La fuite de Peter ne sauve pas seulement sa propre vie, elle allume une mèche qui fera exploser le monde soigneusement construit de Patty Cannon. Le courage d'un garçon devient le catalyseur qui fait tomber un empire. Les journaux se repaissent de l'horreur comme des vautours sur une charogne. La démone de la côte Est, hurle le Philadelphia Inquirer. Le Baltimore Patriot décrit Patty comme un monstre sous des traits de femme. Mais il y a autre chose dans leur couverture, une fascination malsaine, un frisson voyeuriste qui vend des journaux plus vite que les nouvelles politiques. Patty devient la première célébrité féminine tueuse en série d'Amérique, bien que le terme n'existera pas avant un autre siècle. Les éditorialistes condamnent simultanément ses crimes et s'émerveillent de son audace. Comment une femme, une mère même, a-t-elle pu orchestrer un mal si calculé ? La couverture en dit autant sur les angoisses de l'Amérique de 1829 concernant le genre et le pouvoir que sur les crimes de Patty. Les forces de l'ordre se démènent pour rattraper l'indignation publique. Le procureur général du Delaware, qui avait fermé les yeux sur les activités de Patty pendant des années, découvre soudain un intérêt urgent pour la justice. Les responsables du Maryland, embarrassés par leur inaction, inondent la péninsule d'enquêteurs qui auraient dû être là depuis longtemps. L'enquête révèle l'étendue de la corruption officielle. Des magistrats locaux avaient accepté des pots de vin. Des adjoints au shérif avaient fourni des informations sur les plans d'application de la loi. Même certains juges avaient des intérêts financiers à maintenir le commerce des enlèvements. Le système tout entier avait été compromis, rendant possible l'opération de Patty. Les preuves émergent d'une douzaine de sources. Des survivants identifient des lieux. D'anciens complices, sentant le vent tourner, offrent leurs témoignages en échange de l'immunité. Des registres financiers font surface, montrant des profits impossibles provenant d'entreprises commerciales légitimes. Chaque révélation engendre de nouveaux titres, de nouvelles demandes publiques de comptes. Mais la découverte la plus glaçante est peut-être le nombre de personnes qui savaient et se sont tues. Toute une région était devenue complice d'une horreur systématique, choisissant le profit et la commodité plutôt que la décence humaine. 30 avril 1829.
L'aube se lève, grise et froide, alors que les autorités du Delaware encerclent la taverne de Johnson's Crossroads. Pas de poursuite spectaculaire, pas de fusillade finale, juste le clic sourd des menottes en fer se refermant autour des poignets de Patty Cannon alors qu'elle est emmenée de son empire, enchaînée. Elle a 57 ans, les cheveux gris et la taille épaisse, ressemblant plus à la grand-mère de quelqu'un qu'à la criminelle la plus recherchée d'Amérique. Mais ses yeux restent vifs, calculateurs même dans la défaite. Alors que les agents fouillent sa propriété, elle observe avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui passe en revue un inventaire. L'interrogatoire révèle quelque chose de peut-être plus troublant que la rage ou la folie, une indifférence complète. Confrontée aux preuves des meurtres, Patty répond par des haussements d'épaules et un pragmatisme froid. « Les gens meurent », dit-elle aux enquêteurs. Parfois, ils ont besoin d'aide pour mourir. Selon les articles de journaux, elle avoue avoir tué plus que je ne peux m'en souvenir, bien que cela puisse être une embellie journalistique. Ce qui semble certain, c'est son absence totale de remords. Elle discute du meurtre avec le même ton qu'elle pourrait utiliser pour discuter des prix du bétail, des décisions commerciales nécessaires, rien de plus. Le moment le plus glaçant vient lorsqu'on l'interroge sur les enfants. Un procureur demande à savoir comment elle a pu tuer des innocents. La réponse de Patty, rapportée par plusieurs témoins, devient matière à cauchemar. Les enfants morts ne grandissent pas pour témoigner. Son arrestation révèle les registres minutieux qu'elle tenait. Des grands livres détaillant les transactions, des cartes marquant les itinéraires sûrs, même des croquis grossiers de victimes à des fins d'identification. C'est la bureaucratie de l'horreur, classée avec le même soin qu'un commerçant pourrait utiliser pour son inventaire. Elle ne montre aucune émotion, sauf une légère contrariété face à ce désagrément, comme si le meurtre et l'enlèvement n'étaient que des entreprises entrepreneuriales mal comprises. Le procès n'a jamais lieu. Le 11 mai 1829, seulement 11 jours après son arrestation, Patty Cannon échappe au bourreau de la manière la plus définitive qui soit. Sa compagne de cellule la trouve à l'aube, le visage bleu et immobile, une fiole vide d'arsenic à proximité. Le suicide prive la justice de son moment, mais offre sa propre satisfaction sinistre. Dans son dernier acte, Patty maintient le contrôle, choisissant sa propre fin plutôt que de se soumettre au jugement de l'État. Même dans la mort, elle refuse de jouer selon les règles de quiconque. Les suites révèlent la véritable ampleur de ces crimes. Les perquisitions de la propriété découvrent d'autres corps, d'autres preuves de meurtre systématique. Les estimations prudentes situent le nombre de ces victimes à 11 meurtres confirmés, avec des dizaines d'autres disparitions directement liées à son organisation. Certains enquêteurs suggèrent que le véritable nombre pourrait ne jamais être connu. Son gang se disperse aux quatre vents. Joe Johnson disparaît complètement, fuyant peut-être vers les Caraïbes ou l'Amérique du Sud. Les complices mineurs font face à leur propre procès, bien que la plupart reçoivent des peines étonnamment légères en échange de leurs témoignages contre leur chef décédé. La corruption qui a permis son opération se dissout tranquillement dans l'amnésie bureaucratique. Mais la justice reste incomplète. Les familles dont les proches ont disparu ne connaîtront jamais leur sort. Les communautés terrorisées par son gang luttent pour reconstruire la confiance. Les fonctionnaires qui ont accepté ces pots de vin ne subissent aucune conséquence, leur complicité oubliée dans la hâte de clore ce chapitre sordide. Le plus troublant de tout, c'est que les systèmes qui ont permis ces crimes, l'intersection de l'esclavage, d'une application de la loi faible et du désespoir économique, restent inchangés. Patty Cannon est partie, mais les conditions qui ont créé son empire survivent. Sa mort met fin à une histoire d'horreur, mais laisse les questions plus larges sans réponse. La Terre garde encore ses secrets près de Reliance, Maryland. Les promoteurs et les agriculteurs déterrent occasionnellement des fragments, un bouton par-ci, des éclats d'os par-là, rappelant que certaines horreurs refusent de rester enterrées. Les historiens locaux estiment les victimes confirmées de Patty Cannon à plusieurs dizaines, mais le décompte réel reste caché sous des décennies de terreur et de silence. Elle représente quelque chose d'uniquement américain et d'uniquement terrifiant, l'intersection du capitalisme et de la cruauté, où la souffrance humaine devient juste une autre marchandise.
Dans les terres frontalières où l'esclavage rencontrait la liberté, où l'autorité de l'État s'amenuisait et la certitude morale se brouillait, elle a trouvé une opportunité dans le chaos. Son histoire force des questions inconfortables sur la complicité et le silence. Combien de voisins se doutaient de quelque chose mais n'ont rien dit? Combien de fonctionnaires ont détourné le regard pour le profit? Combien de communautés ont choisi l'aveuglement volontaire plutôt que les vérités difficiles? Patty Cannon n'agissait pas isolément. Elle a prospéré parce que toute une région a permis ses crimes. Le plus glaçant est peut-être son apparence ordinaire. Pas une maniaque aux yeux fous ou un monstre évident, mais une aubergiste d'âge mûr qui comprenait que le mal systématique nécessite une indifférence systématique. Son arme la plus puissante n'était pas la violence, c'était la tendance humaine à détourner le regard des vérités impensables. La péninsule de Delmarva a tourné la page, construit des lotissements sur des cimetières, pavé des routes sur ses anciens terrains de chasse. Mais l'histoire a une façon de refaire surface quand on s'y attend le moins. Les équipes de construction trouvent encore des choses auxquelles elles ne s'attendent pas. Les archéologues cartographient encore les emplacements de ces planques. La Terre se souvient de ce que les gens voudraient oublier, et elle ne lâche jamais prise.